à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la Petite Balle Blanche. Dans cet épisode, une fois n'est pas coutume, nous allons fonctionner en équipe restreinte puisque je serai accompagné seulement de Marion Ricordo. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et de Gurvan Boni. Salut Lionel, bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. C'est un 6e épisode que nous allons consacrer au handi-golf où nous allons accueillir 2 invités. Tout d'abord Roger Zabel, l'ancien journaliste de télévision qui est le parrain de l'association handi-golf, et Aurélien Lacour, le conseiller technique national de la Fédération française de golf, qui s'occupe des projets handi-golf. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, petit récapitulatif historique de l'association handi-golf. Handi-golf a été créé en 1993 par 2 passionnés de golf, Pierre Bonhomme, non-voyant, et Jean-François Claes, médecin paraplégique. Avec l'aide précieuse de Bruno Dachicourt, professeur de golf, ils sont les fondateurs de l'association handi-golf. Depuis 1997, l'association est rattachée à la Fédération française de golf et compte aujourd'hui plus de 200 adhérents au niveau national. Il faut savoir, fait exceptionnel dans le sport, que les règles du golf sont les mêmes pour tous les joueurs, qu'ils soient valides ou handicapés. Toutefois, être handicapé et pratiquer le golf, c'est possible. Aussi, il nous a semblé intéressant de mieux connaître cette pratique du golf avec nos 2 invités. Donc, Roger, la première question, c'est quand est-ce qu'a commencé votre histoire avec la Petite Balle Blanche ? Je suis un tout jeune golfeur. J'avais une idée un peu préconçue du golf, mais qui s'est confirmée un petit peu par la suite, pas complètement, mais qui s'est quand même confirmée. Et voilà, je suis devenu golfeur il y a exactement 6 ans quand j'ai pris ma retraite. Et mon épouse avait joué il y a une trentaine d'années et nous nous sommes dit ensemble, nous allons nous mettre au golf. Et nous sommes allés, moi je suis allé, elle a pris quelques cours pour se remettre en route et moi je suis allé au Golf National faire un stage de formation un peu accélérée. Et voilà, je me suis devenu golfeur il y a 6 ans. D'accord. Quelle idée préconçue vous aviez ? Écoutez, on avait fait une émission sur TF1 c'était une émission un peu polémique qui s'appelait « Va y avoir du sport ». Et on cherchait à faire des sujets qui provoquaient des débats, mais plus que des débats, quoi. C'était un peu provocateur. Et le thème, c'était « Le golf est-il un sport ?» Vous imaginez, bien sûr, les réactions et des golfeurs, et des non-golfeurs, et de certains journalistes, etc. Bon, on en a conclu que pour nous, le golf était un jeu de balle et pas complètement un sport. Il pouvait être un sport, mais qu'il était avant tout un jeu de balle. Et ça nous a valu le titre de l'émission qui s'est arrêté du jour au lendemain, puisque le président de la fédération de l'époque, qui avait été invité dans l'émission, a décidé de demander l'arrêt de cette émission à la présidence de TF1. Ah, et TF1 a arrêté l'émission. Voilà. Ah, quand même. Ah, oui. Ils sont puissants, hein, les golfeurs. Hein. Le monde du golf est puissant. D'accord. Donc, en gros, pour vous, maintenant, le golf est un sport. Alors, non, je maintiens la même. J'avais un ami il s'appelle toujours Denis Lalanne, qui n'est plus de ce monde malheureusement, qui était un peu le pape du golf journalistiquement au journal L'Équipe, et qui était lui-même golfeur et qui considérait que le golf était un jeu de balle avant tout. Voilà. Mais moi, j'en déduis en ayant vu jouer beaucoup, qu'à un certain niveau, le golf est réellement un sport, et à d'autres niveaux, il est un sport loisir et un jeu de balle. Je trouve que le jeu de balle n'est absolument pas péjoratif, c'est un jeu, quoi. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, en 2016, à 5K, donc ce magnifique golf, vous devenez le parrain de l'association handi-golf. Oui. Qu'est-ce qui vous y pousse ? Et est-ce que éventuellement vous vous posez quand même la petite question de légitimité lorsque vous êtes, on va appeler ça un néo-golfeur ou un pas très vieux golfeur ? La question de la légitimité, c'était pas à moi d'en décider. Il s'est trouvé que j'ai été invité à jouer une partie amicale
au championnat de France, lors des championnats de France militaires, et que cette partie amicale, je l'ai jouée avec 2 handi-golfeurs. C'est une partie de 3, bien sûr. Il y avait 2 handi-golfeurs. Un qui était malvoyant, Serge Delabrec, qui doit jouer en ce moment aux alentours de 16 ou 14. Et un autre qui est paraplégique, qui s'appelle Christophe Bonin. Et j'ai joué avec ces 2 garçons et j'étais un petit peu impressionné au départ. Et puis, on s'est tellement amusé, on a tellement communiqué pendant toute la partie. Moi, j'étais un joueur pas très averti, je jouais pas très bien, donc il jouait mieux que moi. J'étais beaucoup amusé. Et quand ils sont arrivés, ils sont allés voir le président de l'association à l'époque et ils ont demandé si je pouvais devenir leur parrain. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et pourquoi vous avez accepté, en fait? Parce que d'abord, j'avais du temps, j'avais envie de me consacrer à autre chose que à la pêche en Bretagne, au golf et au dîner avec des amis. Voilà, et tout ce que je vis en ce moment, ma vie aussi, à ma vie familiale, avec mes petits-enfants, etc. Moi, je suis retraité très heureux. Et je me suis dit, voilà, faisons bonne œuvre et essayons de les aider en profitant un petit peu de mon reste de notoriété pour communiquer un petit peu en leur nom. Voilà. Quel rôle vous avez au sein de l'association, si en dehors du côté médiatique et de promouvoir le handi-golf, vous avez des missions en particulier? Alors, j'étais jusqu'aux dernières élections, j'étais dans le conseil d'administration et je m'occupais plus particulièrement de la communication et du partenariat. Et depuis les dernières élections, je ne suis plus dans le conseil d'administration, mais je suis entre-temps devenu organisateur d'une compétition internationale, un Grand Prix. D'accord. Alors, ce Grand Prix international, c'est histoire de dire qu'effectivement, on a des joueurs étrangers qui viennent au golf de Baden, là où je suis membre, et de l'association sportive et du club, et où j'ai réussi à persuader le président de l'association sportive de créer un Grand Prix handi-golf, qui a eu lieu il y a 2 ans, qui n'a pas eu lieu cette année, et pour cause, et qui devrait avoir lieu normalement le dernier week-end de juin de 2021. Il y a une spécificité dans cette organisation, c'est que c'est un Grand Prix auquel on appelle ça un Grand Prix handi valide, c'est un peu une nouveauté, et on fait jouer des joueurs handi en Grand Prix, c'est-à-dire c'est la crème quand même là qui joue. On a Manu de los Santos, on a je sais pas si vous voyez qui c'est. Bien sûr. Ce joueur noir, unijambiste, absolument extraordinaire à voir, qui est devenu une star, qui est la star et un petit peu l'ambassadeur du handi-golf en France, voire dans le monde. Charles-Henri Quélin, le champion de France, etc. Tous les membres de l'équipe de France, et puis beaucoup de joueurs étrangers qui viennent de plus en plus, enfin qui demandent à venir de plus en plus. Et on en a eu quelques-uns qui sont venus même de Colombie jouer ce Grand Prix. Donc la formule, c'était 60 joueurs handi et 40 joueurs valides, mais sélectionnés par l'index, c'est-à-dire les meilleurs joueurs de Bretagne en fait. D'accord. Et on a créé des parties comme ça en matchant les handi et les valides pour essayer de créer une émulation et puis d'une part montrer aux joueurs valides, même d'un très bon niveau, comment jouer les handi. Et dans cette histoire, ce sont les handi qui ont gagné, puisque finalement, c'est Charles-Henri Quélin, notre champion de France, qui a gagné la compétition à 1 point de son second, qui était un joueur valide. Donc voilà, c'était un petit peu l'objectif, c'était de matcher un peu les deux, et puis de montrer aux joueurs valides qu'il y avait des handi qui jouaient quand même un très très bon niveau, et qu'on pouvait être, malgré son handicap, un très bon joueur de golf.
Parce que vous pensez encore qu'il y a, on va appeler ça, ce genre d'idées préconçues chez les gens? Pour ce qui est pour ce qui est du regard sur les handis, bon, moi je vois plutôt ça, je me mets plutôt à la place des handi-golfeurs. Je crois que pour eux c'est important de changer le regard qu'ont les gens sur eux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous jouez avec un handi, vous jouez au golf avec lui, vous jouez au golf. Vous pensez même, mais vous, à la limite, si quand vous jouez avec quelqu'un qui joue en paragolfeur, le paragolfeur, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une espèce de gros tricycle avec des grosses roues à l'avant qui permet avec un système hydraulique qui permet aux golfeurs paraplégiques de se redresser et de se mettre en position et de se mettre à l'adresse sur une balle. Alors il y en a pour enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, au bout d'un moment, vous oubliez complètement. Vous êtes dans la partie, vous discutez, puis votre regard sur les joueurs change. Moi, quand je suis avec eux, très sincèrement, je fais même plus attention. Quand on plaisante sur le handicap que ça devient, qu'on se met à regarder un petit peu de plus près le handicap. Et ça marche dans les deux sens. Et le regard des autres sur eux est important. Et eux, le fait de réceptionner ce regard différemment, ça aide à la résilience, ça aide à s'intégrer dans beaucoup de domaines, même au plan professionnel. C'est très, très important, même pour le boulot. Et finalement, ça a super bien marché. On a eu, nos amis de Golf Plus sont venus tourner un sujet sur cette compétition, mais ça, bon, je les ai un petit peu harcelés pour ça. Et puis, ça nous a permis aussi de tourner un clip promotionnel qui va nous permettre d'aller montrer ce que c'est que le handi-golf à nos futurs partenaires. Comme dans beaucoup de sports, le problème en ce moment, pour faire tourner le sport, c'est de trouver des partenaires et des financements. Voilà. Justement, cette recherche de partenaires, elle est complexe, je pense, déjà quand on parle de golf, mais le handi-golf, ça rajoute une couche ou au contraire, ça a un côté peut-être qui fait oublier le golf? Alors, ça se passe sur deux parties. Quand vous dites handi, ça marche. Quand vous dites golf derrière, ça marche moins bien. Parce que, malheureusement, qui dit golf dit golf, vous n'avez pas besoin d'argent. C'est un sport de riche. C'est ça. Vous savez tellement mieux que moi qu'on dit du golf que c'est un sport de riche et de vieux. Ce qui n'est pas là non plus pas complètement faux. Je veux dire, je suis désolé, mais je pense que la fédération serait très heureuse d'avoir beaucoup plus de jeunes golfeurs Bon, c'est vrai qu'il y a des écoles de golf, des enfants, beaucoup de jeunes qui commencent à éclore, etc. C'est bien, mais quand vous allez dans un club de golf en cours de semaine, c'est quand même du plus de 60 ans en moyenne, quoi. Voilà. Et est-ce que les handi-golfeurs, pour ceux qui ont eu un accident qui les a amenés dans cette situation de handicap, est-ce que c'était des golfeurs avant ou est-ce que les gens se sont mis au golf parce que c'est un sport qui permet l'accessibilité aussi? Alors, la majeure partie des jeunes, on a beaucoup d'accidentés de la route. Ce sont des jeunes qui avaient, pour la plupart, jamais joué au golf. On a, je ne sais pas quelle est la proportion, je n'ai pas les chiffres sous la main, mais je pense qu'on a plus de joueurs handi qui n'avaient jamais joué au golf avant que l'inverse. Voilà. Très bien. Bon, je crois qu'il y a une trentaine d'écoles en France handi-golf. Oui. Est-ce que un club, pour créer une école, hormis ce que vous expliquez, le fait d'avoir un enseignant qualifié, en fait, est-ce que ça implique un budget supplémentaire en termes d'organisation ou ça tient qu'à l'enseignant Non, ça tient. Moi, personnellement, je pense que ça ne tient qu'à l'enseignant. D'accord. Et autant que le club souhaite accorder sur les zones d'entraînement.
aux joueurs et aux joueuses. Ouais, voilà, oui, parce qu'il y a des joueuses aussi. Malheureusement, je le déplore, on n'en a pas assez. Peu, ouais. C'est vrai, hein. Ouais, bah. Tous les, on n'a pas de, et même au plan international, il y a très peu il y a beaucoup moins de femmes qui jouent le handi. Je sais pas, j'ai pas d'explication à ça. Et les plus grandes compétitions, sont bon, il y a quand même des participations féminines, mais les plus grandes compétitions sont masculines ou pratiquement exclusivement masculines. Voilà. Et ben ça, c'est pas spécifique non plus. Hein, la Ryder Cup, c'est que pour les mecs. Hein. Voilà, c'est pas spécifique au handi non plus. Non, mais c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de faire 2 événements, dont un clinique avec des handis, et il n'y avait pas une femme. C'est vrai que c'était étonnant. Il y avait 20 personnes. On était censé enseigner le golf à 20 personnes. Donc déjà, nous, c'était sur le Let en Écosse. Déjà, nous, on n'est pas enseignante, donc c'est déjà pas facile. Et en plus, moi, je me souviens que je m'occupais surtout d'une personne, d'un monsieur qui était complètement aveugle. Et je me suis dit, mais enfin, quelle puissance cet homme a, parce que il avait une perception différente. Et en fait, moi, j'ai été bluffée parce que j'étais complètement ignorante du milieu, et j'ai été subjuguée par la capacité d'adaptation. Enfin, c'était bluffant, et c'était un monsieur qui avait perdu la vue. Donc, c'est un monsieur qui jouait au golf avant et qui s'était adapté à sa nouvelle situation. Et moi, j'étais subjuguée. Mais il n'y avait pas de femmes. C'était uniquement des hommes, que des hommes. Alors, pour en revenir aux malvoyants et aux aveugles, on en a quelques exemples, on en a quelques-uns. Moi, j'ai un de mes amis qui est malvoyant. Alors lui, il voit par un tout petit trait, par un seul œil. Il voit juste une petite, comme s'il avait un viseur. Donc il joue pas mal, mais il joue même très bien, puisque avec sa vue, il arrive à jouer en dessous il joue aux alentours de, je sais plus, 15-18. C'est incroyable. En plus, bon, c'est une armoire à glace, donc il envoie des mises en jeu de 250 mètres sans problème. Alors quand il est mal aligné, là, il va souvent se perdre. D'ailleurs, quand je joue avec lui, je triche souvent et je lui dis que sa balle est hors limite. Et il dit, oh non, c'est pas vrai, attends, j'ai senti qu'elle partait droite. Et je lui dis, bah écoute, va la chercher, et ça, c'est son gros problème. Donc, non, c'est pour vous dire qu'il y a un état d'esprit qui est très, très particulier et qui plaisante beaucoup sur leurs problèmes physiques. Mais oui, les malvoyants, mais déjà, c'est impressionnant. Ils jouent très bien. Il n'y a qu'un truc qu'ils ne voient pas, ce sont les pentes. Donc, on est obligé de leur expliquer la pente. On a le droit, d'ailleurs, en compétition, de dire à un malvoyant en compétition handi, on a le droit de lui dire comment sont les pentes, ça monte, descend, bord gauche, une balle à gauche, une balle à droite, bon, voilà. Et puis, pour les aveugles, alors là, ça marche par duo, c'est-à-dire que le golfeur a un guide. Il a un guide, et il n'y a pas un guide qui a la même manière de communiquer qu'un autre avec son golfeur. C'est vraiment, ils ont des codes à eux pour jouer. Et c'est marrant parce que moi, j'ai suivi une partie vraiment où le handi-golfeur était totalement aveugle. Il s'engueulait avec son guide, c'était extraordinaire. C'était pas très agréable comme conversation. Hein. C'était bon, voilà, c'était un peu chaud parce qu'il sentait qu'il jouait mal, donc il s'énervait et il s'en prenait à son guide. Parce que pour lui, c'était bien entendu de la faute de son guide si la balle n'était pas arrivée là où il voulait. Mais c'est vrai que, par exemple, pour le putting, le guide, il est devant le trou, il tape avec un club, il tape sur le drapeau, enfin sur le poteau du drapeau, et pour faire du bruit, pour que à l'oreille, le golfeur puisse putter. Bon, les aveugles, c'est dur, hein. C'est très très dur. Pour les faire jouer en compétition, ça pose problème parce que les parties sont très longues, donc c'est difficile c'est un des problèmes qu'il faudrait qu'on trouve, qu'on améliore. On les fait jouer sur 9 trous. Mais bon, le but, c'est quand même de faire jouer tous les handicaps ensemble. Et donc,
voilà, il faudrait qu'on trouve une solution pour les faire jouer plus rapidement. Je sais pas. Mais eux, en plus, ils veulent jouer vraiment sur le parcours. Ils veulent pas jouer sur un citron compact. Ça les intéresse pas. Ils veulent jouer comme les autres. C'est ça qui est formidable dans cette discipline. Et c'est là où ils sont attachants. Voilà. Et comment est le handi-golf au niveau international? Parce que le golf, par exemple, au niveau international, la France a un retard, on va dire, de culture golfique. Mais souvent, on s'aperçoit que la France, sur des sports comme le handisport en général, marche bien au niveau olympique, etc. Donc, est-ce que la France est plutôt bien développée au niveau handi-golf? La France a été championne d'Europe. Il y a les championnats d'Europe tous les 2 ans, je crois. La France a été championne d'Europe, vice-championne d'Europe. On est une très bonne équipe de France. Le problème, c'est la relève. C'est-à-dire que oui, les Français ont un très bon niveau mondial. On a une très bonne équipe de France, mais là, bon, Charles-Henri Quélin, qui est un ami, a joué. Alors lui, il a joué au golf avec les Valides. Depuis, il a joué en Grand Prix pour le mérite pendant des années et des années. Et il joue à la fois en handi et il joue aussi en valide. Mais bon, c'est vrai que le golf, on peut le jouer même surtout même en handi, on peut le jouer à plusieurs âges, mais ça serait bien qu'on ait une relève un peu plus jeune. On n'a pas beaucoup de jeunes. Je crois que c'est aussi le problème du golf en général. Le handi-golf, c'est exactement la même chose. On n'a pas beaucoup de jeunes, même si on a quelques petits golfs qui sont assez impressionnants, avec un bras ou une jambe. Peut-être juste une dernière question, Roger, c'est quel conseil vous donneriez à un golfeur qui va jouer une partie avec un handi-golfeur? Quelle approche est-ce que, par exemple, dans la conversation, est-ce que les gens sont peut-être mal à l'aise? Est-ce qu'il vaut mieux parler du handicap ou pas en parler? Ce genre de questions. Ils en parlent de manière tout à fait ouverte, libre. Ils en jouent, ils plaisantent dessus sur leur handicap. C'est pas. Non, il faut y aller franchement. Demander à un handi-golfeur ce qui lui est arrivé, mais pour lui, c'est tout à fait naturel. Il vous dira, j'ai eu un accident, ou j'ai eu la polio, ou j'ai fait un AVC, donc je peux plus me servir de mon bras. Bon, voilà. Il n'y a pas de comportement spécifique. Si ce truc que vous devez faire si vous jouez avec un paragolfeur, c'est qu'il faut lui mettre la balle sur le tee. Sinon, il peut pas jouer. Quoi. Voilà, c'est tout. Je vois pas d'autres choses. Bon, avec un malvoyant aussi, vous pouvez l'aider notamment au putting. Enfin, faut pas trop les aider parce qu'ils vous battent après. Non, ce qu'ils adorent avant tout, c'est que on les traite d'égal à égal, quoi. On soit pas. Et moi, c'est quelque chose qui est arrivé, je vous jure, à force de jouer avec eux, qui est arrivé de manière tout à fait naturelle. Et eux aussi, ils sont assez chambreurs. Hein. Je peux vous dire que moi, j'ai pris beaucoup de plaisanteries sur mon jeu, etc. Au moment où je jouais un coup, on se fait pas de cadeaux, quoi. Voilà, ils se font pas de cadeaux aux valides et ils se font pas de cadeaux entre eux. Voilà. Donc il y a pas de comportement spécial à avoir. Je pense que simplement, faut être tout à fait naturel et puis faire parler sa curiosité si on avait envie de le faire. Voilà. Comme on le ferait avec il arrive très souvent qu'on parte dans une partie, on s'inscrit pour prendre un départ et qu'on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas. On se présente, on fait connaissance, et puis ça dépend comment on accroche avec les gens. Quelquefois, on devient, pourquoi pas, amis, on se donne rendez-vous pour rejouer une partie parce que c'est bien passé. Et puis, on se met à parler, puis on demande ce que font les gens dans la vie, voilà. Et puis, voilà, c'est un rapport tout à fait naturel. C'est la même chose avec les handi-golfeurs. C'est exactement la même chose. Ce que je te disais, moi, Lionel, dans une des anecdotes, j'ai joué une fois avec Manuel Dos Santos. Au départ du 1, c'était un handi-golfeur. Après le birdie U1, c'est devenu un golfeur. Voilà. D'un coup, beaucoup moins de pitié, de complexe ou de choses, je sais pas. Voilà, c'est devenu un. Voilà. J'étais content qu'il a fait un triple ou un double. Voilà, ça arrivera.
Merci beaucoup, Roger. Merci de votre temps. Merci d'avoir pris quelques minutes avec nous pour nous expliquer et nous raconter tout ça. On aura plaisir à refaire un numéro juste avant votre Grand Prix en juin l'année prochaine. Avec plaisir. À bientôt. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Nous accueillons également dans cette émission le conseiller technique national handi-golf, Aurélien Lacour. Bonjour Aurélien. Bonjour. Merci de votre temps. Quel est le rôle du conseiller technique national alors? Quel est votre rôle? En fait, je pilote et coordonne le développement de la pratique handi sur tout le territoire français et aussi à l'international puisque je suis le référent pour la fédération par rapport à l'EDGA. L'EDGA, c'est l'Association européenne handi-golf qui est elle-même rattachée à l'EGA. C'est l'équivalent de l'UEFA pour le football. Et donc qui coordonne et pilote la pratique sportive et le développement de la pratique handi à l'échelon européen. Donc moi, mon rôle, en gros, ça va être à la fois de former les enseignants sur les spécificités de la pratique handi. Donc ça, on le fait. On fait en gros 1 à 2 sessions par an. Et sur la dernière mandature, on doit être à environ 55-60 enseignants formés spécifiquement sur la pratique handi, parce qu'on ne conçoit pas développer une pratique spécifique telle que celle-ci sans former les enseignants. Ensuite, ça va être la protection des joueurs, tout ce qui va être lié au dopage, au surentraînement, à la protection aussi de ce public-là, parce que quand il joue, quand il fait 35 degrés dehors, ou quand on a des joueurs en fauteuil qui restent 5 à 6 heures sur leur fauteuil sur un parcours, il y a aussi tout un protocole à mettre en place. Donc, je coordonne aussi ces sujets-là. Ça va être aussi du développement, aller toquer à la porte des hôpitaux, des centres de rééducation, pour faire découvrir et faire connaître ce qu'est la pratique du golf pour le public handi. Parce qu'on est conscient que le golf en lui-même, c'est pas forcément la première discipline vers laquelle on se tourne, et encore plus quand on est en situation de handicap. Par rapport aux joueurs en fauteuil, par exemple, si on parle de handisport, on a en tête l'athlé, on a en tête le tennis fauteuil et on a en tête le basket. Parce qu'il y a des têtes d'affiche, parce que c'est médiatisé et autres. Nous, on a aussi ce travail-là à faire, justement parce que pour faire connaître aussi que peu importe nos capacités ou nos incapacités, on peut jouer au golf et on peut se faire plaisir aussi dans le golf. Et ensuite, il y a tout le volet sport et compétition, coordonner et piloter l'équipe de France avec l'entraîneur national Fred Cupillard. C'est organiser un circuit de Grand Prix spécifique handi, c'est coordonner le World Ranking, puisqu'on a un ranking mondial maintenant pour les joueurs qui est à l'échelon international piloté par le DGA et le Royal et Ancien. Mais à l'échelon de la France, il faut justement, avec le service sportif, trouver les bons tournois à faire rentrer dedans, prévenir les joueurs, coordonner le calendrier, mettre en place toutes ces choses-là. Donc, il y a un peu de boulot. On s'ennuie pas. A priori, je vais, avant de laisser la parole à Gurvan, une question justement. Vous parliez des protocoles pour les joueurs handi sur le parcours. Est-ce que la crise sanitaire actuelle a justement modifié ce protocole? Est-ce que les handi peuvent jouer au golf aussi, ont pu reprendre dans les mêmes conditions, ou ça a été encore plus compliqué? Non. Ils ont pu reprendre dans les mêmes conditions. On suit le strict protocole qui a été mis en place par la fédération avec les différents ministères. Nous, ensuite, on est un peu plus précis et spécifique sur les spécificités amenées par les différents handicaps. Je parlais des joueurs en fauteuil. Évidemment qu'il y a des choses à prendre en compte au niveau de l'hydratation, au niveau de l'alimentation, et au niveau du temps de jeu aussi pour eux, parce que je pense que quand on reste assis justement sur un fauteuil, un tout petit coussin, ça peut amener aussi des points de compression et autres, des petites pathologies qui sont spécifiques à ça. Pour les joueurs qui sont amputés, c'est la même chose.
que ce soit pour les prothèses, faire attention justement à ce qu'elles soient bien placées, à ce que la transpiration n'altère pas et n'entraîne pas certains frottements. C'est vraiment faire attention à chaque spécificité de handicap qui pourrait entraîner d'autres pathologies. Et vraiment, on a un terme, on souhaite éviter le surhandicap. On n'est pas au golf pour justement se faire encore plus mal et devenir encore plus limité dans la vie quotidienne. J'ai des athlètes de haut niveau, si je les renvoie chez eux et qui peuvent pas prendre leur douche ou prendre un bol en hauteur parce qu'ils ont eu des tendinites à cause de la pratique du golf, c'est que j'aurais failli dans ma mission. Donc on fait vraiment vraiment très attention à tout ça. Ça semble être un chantier énorme en fait. J'avais pas pensé à tout ce niveau de détail. Ouais, on est on essaye d'être très précis parce que ça touche quand même une population très spécifique avec des contraintes physiques très spécifiques. Ils se connaissent tous. Je les connais assez bien. Ils sont tous dans la maîtrise de leur corps et de leur capacité justement. Ils connaissent leurs limites, ils savent jusqu'où ils peuvent aller. Et ensuite, libre à nous de jouer avec ça justement pour qu'ils puissent progresser dans leur jeu de golf sans tomber dans un extrême inverse et dépasser les limites et se faire encore plus mal, que ce soit avec des personnes amputées, en fauteuil ou autre. Justement, vous parliez tout à l'heure on va appeler ça de l'intérêt des pros et de la formation des pros. Est-ce que vous avez l'impression que, en gros, les pros s'y mettent parce que c'est le moyen d'améliorer un CV, ou vous avez l'impression que derrière, il y a réellement de la demande qui vient en se disant, voilà, on a besoin parce qu'on a des clients, ou alors les pros se mettent plutôt en se disant, je vais m'y mettre parce qu'un jour, j'aurai peut-être. En fait, il y a deux choses. Peut-être que, alors dans le désordre, je pense quand même qu'il y a une part de business qui a été pas forcément oubliée, mais plutôt mis en sommeil par mes connaissances de la pratique, parce que elle a quand même mis du temps à se développer. On est encore peu de joueurs en France, mais par contre, le nombre de personnes en situation de handicap augmente et est très important. Et si on souhaite développer la pratique du golf, il y a toute cette part de la population qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accueillir dans les meilleures conditions. Et justement, quand on en discute aussi, c'est cette partie-là qu'il faut saisir. Le côté communication aussi, il fait beaucoup. Forcément, on parle un peu plus de la pratique handi en 2020 que dans les années 90. Mais c'est lié, je dirais que c'est la faute à personne. C'est lié aussi avec le développement de la population, le vieillissement de la population. On est vraiment aux confins du sport santé. On est peut-être à la limite extrême du sport santé, où nous on est dans des limitations un peu plus grandes. Mais tout ce que nos enseignants apprennent dans les modules spécifiques handi, à un échelon moindre, ils peuvent le retransmettre dans le sport santé. Quand on est avec monsieur et madame tout le monde qui pourraient avoir des pathologies du même style que les nôtres, à un degré moindre, et qu'il faut aussi prendre en compte. On est dans l'individualisation extrême. Donc oui, il y a une part de business. Après, il y a une part de communication où il se dit, en fait, j'ai trouvé des athlètes certes un peu différents, mais ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse parce que justement, j'individualise à l'extrême mes cours. Ce que je fais avec quelqu'un en fauteuil, quelqu'un qui est amputé ou double amputé, si j'arrive à lui faire comprendre certains points techniques, je vais pouvoir aussi prendre en considération la personne qui a une mobilité articulaire un peu moindre, peut-être des questions de surpoids ou peut-être d'autres limitations articulaires. Donc, il y a aussi ce champ-là, parce que les pros sont aussi de plus en plus pointilleux dans leur métier et qu'ils veulent aller au bout des choses. Donc, je pense que la pratique handi fait partie maintenant intégrante de la journée d'un enseignant de golf, au même titre que l'école de golf, au même titre que les seniors, au même titre que les journées découvertes ou autres. On peut avoir des personnes en situation de handicap qui viennent taper à la porte du golf. Bonjour, je vais essayer, j'ai découvert ça parce qu'il y a une pub, parce que j'ai lu l'équipe ou j'ai lu la petite balle blanche. Voilà, je vais essayer et
Et moi aussi, je dois être en capacité d'avoir les mêmes cours que monsieur et madame tout le monde. Mm. Et justement, vous parliez enfin, que vous aviez plus d'une cinquantaine d'enseignants formés aujourd'hui. Et en termes de chiffres, ça représente quoi justement le handi-golf en termes de membres? J'ai vu qu'il y avait une trentaine d'écoles, je crois, aussi en France. Ouais, alors on a des difficultés pour avoir des chiffres précis parce qu'on n'a jamais entamé de recensement entre guillemets des pratiquants en situation de handicap. Pendant longtemps, on s'est posé beaucoup de questions avec la CNIL aussi sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Et puis de toute façon, les chiffres ne seraient que partiels, je dirais, parce que quand bien même on ferait un recensement large, libre à chacun de se déclarer golfeur et en situation de handicap ou non. Même si j'avais une petite case à cocher sur ma licence ou sur mon certif médical, je reste libre de me déclarer golfeur en situation de handicap ou non. J'en ai croisé plein dans ma vie de golfeur, plein de personnes qui jouaient avec des handicaps divers et variés, qui avaient entendu parler soit de l'association Handi-Golf, soit du golf, et qui jouaient comme ça en tant que membre de club ou joueur indépendant, et que ça leur allait très bien. Donc de toute façon, les chiffres ne seraient que parcellaires. On a l'association Handi-Golf, je crois, à environ 160 membres, quelque chose comme ça. On recense en gros 90-100 joueurs en France, joueurs réguliers. Et donc, ils sont disséminés un petit peu partout en France. Et c'est aussi pour ça que le championnat de France ou les internationaux de France tournent tous les 2 ans de sites pour essayer aussi de satisfaire entre guillemets tout le monde, mais c'est surtout de faire connaître aussi toutes les régions et que tous les handi-golfeurs puissent jouer sans forcément faire 1000 km en travers la France, parce qu'on a aussi cette problématique-là. On a l'asso a une trentaine d'écoles handi-golf. Alors on utilise le terme pour eux école, mais c'est école adultes et jeunes enfants. Ensuite, on en a recensé une soixantaine en tout, qu'elles soient gérées par l'association, qu'elles soient gérées par le club lui-même, par une ligue. La Fédé gère pas d'école handi, mais pilote et coordonne un petit peu tout ce secteur-là. On a des documents spécifiques. Si un club me contacte et souhaite ouvrir une section handi-golf au sein de son club, voilà, s'il souhaite des informations sur le développement de la pratique, on a ce qu'il faut. On a une soixantaine de clubs qui sont inclus. Maintenant, j'ai quand même 10% de toutes les structures françaises qui sont présentes sur le Handi Guide. Je ne sais pas si vous connaissez le site internet qui s'appelle le Handi Guide des sports, et il recense tous les lieux de pratique, toutes les disciplines confondues. Donc, si vous allez tapoter handiguide.gouv.sport, on a ça. Et si on choisit le golf, on va avoir tout un tas de structures qui sont recensées, référencées, qui se disent en situation d'accueillir ou qui accueillent déjà du public en situation de handicap, peu importe le handicap accueilli. D'accord. Donc on a ça se développe. Hein. La commission handi-golf à la fédération a été créée en 2004. Là, on est en 2020. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont développées. L'association aussi a grandi. Au niveau international, ça s'est aussi développé. Donc voilà, Rome s'est pas fait en un jour. Donc la pratique handi-golf ne se fera pas en 2 décennies, mais on avance. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. En termes d'accueil, justement, le golf national essaye de monter, enfin, essaye pas, il réussit d'ailleurs à tendre vers l'excellence en termes d'équipement. Est-ce que selon vous, il faudrait ou il devrait y avoir, on va appeler ça une structure qui puisse accepter ou avoir des éléments spécifiques permettant la pratique du handi-golf sur l'Aigle, l'Albatros ou l'Oiselle? Alors, on est en train de le construire, ce projet-là. Il faut savoir que pour l'équipe de France, le golf national reste la structure principale pour les entraînements de l'équipe. On a tout à disposition, on a accès aux mêmes infrastructures que les autres équipes de France. Il y a aucune mise à l'écart de qui que ce soit. On est intégré comme tous les autres joueurs. Donc on a accès à tous les parcours, toutes les infrastructures, la zone de petits jeux qui va être
développé là et qui est inauguré bientôt. Les zones de trackman, le putting, la salle de gym, physio et autres. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a un paragolfeur qui est un fauteuil électrique qui peut se verticaliser pour les joueurs en fauteuil, à disposition au Golf National. Donc on a toute l'infrastructure. On a créé des journées spécifiques pour développer la pratique handi au Golf National, avec l'Université de Saint-Quentin, avec les comités régionaux olympiques et sportifs, avec l'ASSO aussi, en amont de la Ryder Cup. Et ça a porté ses fruits, puisque justement, on a eu une démo de l'équipe de France, on a créé une émulation, et on sait que le Golf National reste au même titre que Clairefontaine pour le foot ou que Roland pour le tennis. Le Golf National, c'est notre tête de pont et notre tête d'affiche en termes de parcours. Donc, on va le faire. Il y a déjà une section handi qui tend à se créer. Elle n'est pas régulière au terme où tous les mardis ou tous les mercredis, on accueillerait des personnes handi qui viendraient jouer avec des cours spécifiques. Par contre, on le fait pour les enfants. On a déjà un projet qui s'appelle Handi Kids et qui sont originaires d'un centre et d'un foyer de vie des Ménuls, pas très loin de Rambouillet, qui eux viennent tous les mardis après-midi avec leur éducateur, avec leur ergothérapeute, à faire des leçons de golf, passer leur drapeau, aller sur l'Oiselay ou l'ancienne Oiselay et découvrir le golf depuis 2 ans déjà. Ça, on l'a déjà mis en place. Ensuite, une section handi, comme vous l'entendez, comme les autres clubs, oui, c'est en train de se monter. Les membres de l'association Handi Golf viennent faire des regroupements au Golf National. C'est en train de se créer. On aimerait aussi développer un centre de performance spécifique handi au Golf National, avec un peu plus de matériel, avec des box réservées justement pour pouvoir avoir des situations de jeu adaptées aux différents publics. Ça va se faire. On est en train de monter ce projet. C'est toujours la même chose. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Ça demande de l'investissement et financier et humain. Et donc, voilà, on avait aussi beaucoup de projets en même temps à mener, que ce soit la formation des pros, que ce soit l'équipe de France et autres. Et voilà, on essaye un petit peu, comme aux échecs, d'avancer nos pions petit à petit pour que la carte soit un petit peu plus remplie. Mais oui, ça va se faire. Ok. Et justement, vous parliez de besoin de communiquer. Les Jeux Olympiques pourraient être en gros l'occasion de le faire. Et malheureusement, le golf ne sera pas paralympique pour les Jeux Olympiques 2024. La question, c'est est-ce que la Fédé ou Paris 2024 a les moyens d'essayer de faire une opération de com, que ce soit une exhibition ou quelque chose de spécial, que ce soit au Golf National ou ailleurs, pour pouvoir appeler ça communiquer, mettre un petit peu les spots et les lumières là-dessus? Alors, je vais vous répondre oui, et c'est déjà fait, puisque dans les journées olympiques et paralympiques, on a du golf et on a du golf handi sur tous nos stands, que ce soit avec la Fédé, que ce soit avec Paris 2024, et dans les autres journées olympiques et paralympiques, un petit peu partout sur le territoire. Moi-même, je me déplace, que ce soit sur le parvis des Invalides ou autre cas, quand on a fait des événements avant les Jeux et avant la Ryder. Je me déplace dans certains lycées d'Île-de-France lors des journées olympiques et paralympiques. Donc oui, on participe à ces événements-là. Maintenant, on est en contact aussi avec Paris 2024, que ce soit le CNOSF ou le CPSF, le Comité paralympique. On travaille tous de concert. Donc de toute façon, il n'y a pas de mise à l'écart du handi-golf dans la communication des Jeux. Pour les Jeux paralympiques, il faut savoir que c'est géré par l'IPC, donc l'International Paralympic Committee, et les règles sont très strictes, que ce soit au niveau des disciplines, que ce soit au niveau des athlètes et autres. C'est très compliqué de faire entrer une discipline en plus dans le programme des Jeux. Et ce n'est pas parce qu'une discipline est aux Jeux olympiques qu'elle l'est aux Jeux paralympiques. Donc voilà, il y a tout un processus et tout un règlement à résoudre. Pour le golf, on a buté sur 3 items principaux, qui étaient le premier pour l'instant, comme justement
le handi-golf se construit petit à petit à l'échelon international, on n'a pas encore de code mondial antidopage spécifique pour le golf handi. Donc c'est à créer. Je dirais que c'est peut-être pas forcément le sujet principal qui bloque, mais c'est quand même un point. Ensuite, il fallait aussi prouver à l'IPC que le golf est pratiqué sur les 5 continents et développé sur les 5 continents et qu'on peut classer les joueurs sur les 5 continents d'une même façon. Donc pour résoudre ça, on a créé le World Ranking, au même titre que le World Ranking amateur ou le World Ranking Pro. Mais il faut que ça se mette en place aussi, petit à petit, forcément. Donc là, qu'on soit aux États-Unis, en Australie, en Inde, en Argentine ou en France, on peut participer à tout un tas de tournois qui sont comptabilisés pour le World Ranking. Et donc, on va pouvoir préciser à l'IPC, oui, on a 200 joueurs, on a 500 joueurs, on a 3500 joueurs partout dans le monde. Donc là, on va avoir aussi un peu plus de poids envers ça. Ensuite, on n'a pas de championnat du monde encore, géré par une fédé internationale, donc la Fédé internationale de golf, parce qu'on n'avait pas les joueurs et qu'on n'avait pas les pays non plus structurés pour participer à ce type de compétition. Donc tout ça, ça prend du temps. C'est en train de se mettre en place. Et donc, avant les Jeux, il faut un championnat du monde. L'IPC nous dit comment vous pouvez savoir que la France est la première nation, que les Britanniques sont forts, que les Australiens sont bien placés. Pour l'instant, on le sait pas. Donc, on le sait à l'échelon individuel. On a certains joueurs qui participent au tournoi, donc on connaît. Mais il va falloir résoudre ça. Et ensuite, le principal écueil, c'est qu'on n'a pas de catégorie physique ou fonctionnelle de mise en place dans le handi-golf. On joue par catégorie d'index golfique, comme chez les valides. Les catégories peuvent varier, mais en gros, la première catégorie, c'est tous les joueurs négatifs jusqu'à 4 d'index, ensuite jusqu'à 9 ou 11, ensuite jusqu'à 18 et jusqu'à 26. L'IPC dit, pour nous, il va falloir mettre en place un système de classification autre, basé justement sur les handicaps physiques ou fonctionnels des joueurs. Je prends l'exemple de l'athlé, mais dans un 400 mètres en athlé, je ne sais pas si vous seriez prêt à regarder une finale de 400 mètres avec 2 personnes en fauteuil, 2 personnes malvoyantes, un amputé de membre inf et un double amputé de membre sub, qui courrait le même 400 mètres sans compensation. Je ne sais pas si ça vous choquerait ou si ça vous choquerait pas. Dans le golf, on le fait encore. Dans certaines catégories, on peut faire jouer une personne malvoyante, une personne en fauteuil, une personne amputée de membre inf, membre sub. Et donc, ces pathologies-là, forcément, n'ont pas le même impact sur le jeu de golf. Et encore une fois, on essaye de construire pas à pas et étape après étape quelque chose de plus faire. Mais ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Si on fait les catégories et les séries pour avoir 2 joueurs dans chaque catégorie et avoir une remise des prix où on va récompenser un podium où il y avait 3 joueurs, moi perso ça m'intéresse pas. Donc voilà, on est encore un petit peu entre ces 2 systèmes-là. Je dirais que la clé c'est le développement. Si le vase grandit et qu'on est de plus en plus nombreux, qu'il y a de plus en plus de joueurs sur chacun des tournois, forcément, ce sera plus facile pour créer des séries et des catégories les plus faires possibles et les plus représentatives possibles. Par rapport à un sport comme le golf qui est très réglementé, est-ce que la réglementation du handi-golf porte aussi sur les équipements qui servent à améliorer le handicap, on va dire Oui, alors les équipements, ça reste une problématique pour certains types de handicap, notamment les joueurs en fauteuil. Faut savoir qu'un paragolfeur, ça coûte entre 11 et 25 000 euros pièce. Donc forcément, c'est complexe. Forcément, il n'y en a pas dans tous les clubs, il n'y en a pas dans toutes les ligues. On est en train aussi d'y travailler, mais ça aussi, ça prend du temps parce qu'il faut trouver des fonds. Ça reste complexe. Ensuite, les règles certaines règles sont adaptées. On a le Royal Ancien qui a travaillé aussi avec le DGA dessus, où on a un petit fascicule avec les règles et l'adaptation spécifique des règles pour les joueurs handi en tournoi. Maintenant, il n'y a pas grande adaptation que ça, à part quelques tenues de grippe,
ou quelques équipements spécifiques que les joueurs en situation de handicap ont et peuvent utiliser, notamment pour, je pense à des joueurs qui seraient atteints de phocomélie, donc qui auraient des problèmes de membres sup avec des bras très très courts, qui auraient besoin de clubs très rallongés ou un système d'attache ou de grip spécifique pour leurs mains. Ça, c'est autorisé. On a peu d'adaptation des règles. Justement, c'est ce qui fait aussi notre force, c'est que dans les parties amicales ou dans les compétitions de club, tout le monde peut jouer ensemble, que ce soit la petite fille qui a 7 ans et demi qui est à l'école de golf ou le grand-père de 85 ans qui joue en club ou la personne handi qui vient d'arriver. On peut tous se retrouver dans un cas de balle et jouer et pratiquer le même sport. Ça fait notre force. Après, en termes d'équipement, le fitting nous a beaucoup aidé aussi, et l'évolution du matériel de golf en lui-même nous a beaucoup aidé, forcément, parce qu'on va avoir des clubs adaptés à tous les types de jeux et à tous les types de physique qu'on va retrouver. J'ai des joueurs qui vont pouvoir jouer ou qui vont devoir jouer des clubs très lourds. J'ai d'autres qui vont devoir jouer des clubs très rallongés parce que des problèmes de membres sub. Je vais avoir des joueurs en fauteuil qui vont avoir un lie de club très inhabituel parce que très flat, parce que très loin de la balle ou potentiellement très rapproché. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Pour reprendre une expression de Pascal Grisot, le haut niveau, c'est de la haute couture. Le handi-golf, ça reste aussi de la haute couture parce que le joueur A joue complètement différent que le joueur B et encore complètement différent du joueur C. Donc le matériel évolue, l'enseignement évolue forcément. Donc ça reste, oui, l'équipement reste un point important de la pratique. Merci beaucoup Aurélien, parce que c'était très enrichissant. On sent bien votre passion et ça fait plaisir. On a le sentiment de prendre part à quelque chose de grand et d'important, que ce soit en termes sociétal et sportif. Et voilà, quand on est passionné de sport, quand on parle des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, quand on parle de championnat du monde, championnat d'Europe, le GA donc reconnaît maintenant les championnats d'Europe handi depuis 2017. C'est pas qu'elle les reconnaissait pas avant, c'est qu'elle laissait l'organisation en totalité à l'EDGA. Maintenant, elle prend part, comme les championnats d'Europe qui sont en train de se jouer en ce moment, garçons et filles, de la même manière que tous les autres championnats. La France est championne d'Europe par équipe en 2015 et 2017. On a eu des numéros 1 européens, donc voilà. Forcément, c'est intéressant. On est dans le sport. On est dans le sport. Est-ce qu'il y a un événement ou des événements qui arrivent bientôt sur lequel vous pourriez me dire un mot pour voilà, dans cet esprit de vouloir communiquer sur le handi-golf? Cette année, ça reste une année très complexe. On avait construit l'année avec différents tournois internationaux, justement les championnats d'Europe individuels en Suède. On avait un Open de France à Mérigny. On avait un tournoi international à Saint-Omer qui se devait jouer en avril et une dizaine de grands prix. On a dû retravailler le calendrier. Reste maintenant pour cette fin de saison le Grand Prix de Dunkerque qui se joue ce week-end. D'ailleurs, la partie de reconnaissance va se jouer demain et ça sera sur 2 tours samedi-dimanche. Donc effectivement, si vous êtes dans les Hauts-de-France, allez voir ce qui se passe du côté de Dunkerque ce week-end. Et ensuite, on a le Pas-de-Calais Handi Golf Open qui se joue à Saint-Omer le week-end du 10-11 octobre. Donc c'est pareil, allez voir ce qui se passe aussi à Saint-Omer, vous ne serez pas déçus. Dans les deux tournois, on a un champ de joueurs très important, très hétérogène. Ça peut aller du joueur pro ou joueur scratch jusqu'au joueur qui est 36, 40, 50 d'index. Donc on a un champ de joueurs très important et très différent et vous serez justement pas déçus. Maintenant, voilà, ça reste 2 événements phares parce qu'année complexe, calendrier complexe, donc on a dû faire face. Mais l'année prochaine, on reviendra avec une année un peu plus fournie. Mais je vous en reparlerai dans un autre épisode. Avec plaisir.
Merci beaucoup Aurélien. Pas de souci, Merci. avec plaisir. Oui, merci de votre temps et puis avec plaisir pour se retrouver une prochaine fois dans un épisode et raconter une année normale de handi golf. Ça sera avec grand plaisir et je serai disponible. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci Aurélien. Au Merci. revoir. Merci à vous. Au revoir. C'est la fin de ce numéro spécial handi golf. Merci encore à Roger Isabelle et Aurélien Lacour pour leur disponibilité. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaiteriez ou si vous aimeriez voir aborder certains sujets en particulier dans ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec l'équipe au complet. À très bientôt. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt.